Les prédateurs les plus dangereux de ce monde ne se cachent pas dans des ruelles sombres. Ils ne rôdent pas dans les ombres et ne s'annoncent pas avec des signes d'avertissement qui vous donnent le temps de fuir. Les plus dangereux vous sourient de l'autre côté de la table du petit déjeuner. Ils vous passent le beurre. Ils vous demandent si vous avez bien dormi. Ils s'assoient à côté de vous chez le médecin et vous tiennent la main et disent toutes les bonnes choses, et vous vous sentez, dans ces moments-là, génuinement aimé, génuinement en sécurité, génuinement entouré de personnes qui ne vous voudraient jamais de mal. Et parfois, c'est ce sentiment qui est la chose la plus mortelle de toutes. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'Helena Marchand. Une femme qui vivait, selon toute mesure extérieure, la vie que les gens passent leur vie entière à essayer de construire. Et l'histoire du matin où elle regarda de l'autre côté d'une table de cuisine et vit, en l'espace d'une seule seconde non gardée, la vérité qui était là depuis le début, et ce qu'elle en fit. Permettez-moi de commencer par la version de la vie d'Helena en laquelle elle croyait, parce que cette version compte. Elle compte parce que l'écart entre la vie qu'elle croyait avoir et la vie qu'elle avait réellement est l'architecture de tout ce qui suit. Helena avait 34 ans et était entrée dans le mariage avec ce que les avocats de sa famille avaient toujours appelé, dans le langage de la planification successorale, un patrimoine fiduciaire substantiel. Son grand-père avait construit une entreprise immobilière dans le sud de la France sur 40 ans. Le genre d'entreprise qui commence comme la détermination d'un seul homme et finit comme l'héritage durable d'une famille. Et quand il était mort, il avait laissé l'essentiel dans une fiducie qui passerait à Helena le jour de son 35e anniversaire. La valeur de cette fiducie, au moment où cette histoire commence, dépassait les 11 millions d'euros. Elle n'avait pas construit cette richesse. Elle était simplement née dans une famille qui l'avait fait. Et elle la détenait avec cette combinaison particulière de gratitude et de légère gêne que les gens ressentent parfois à propos des choses héritées. Consciente de la chance impliquée, consciente de la responsabilité, peu encline à en faire le centre de son identité. Elle travaillait. Elle l'avait passé ces 25 dernières années et le début de la trentaine à construire un petit cabinet de décoration intérieure qui était genuinement le sien, qui payait ses propres factures, qui n'avait rien à voir avec la société de son grand-père ou le nom de sa famille. Cela comptait pour elle. Le travail comptait pour elle d'une façon spécifique que la fiducie n'avait jamais tout à fait eue. Elle avait rencontré David 4 ans plus tôt, lors d'une vente aux enchères caritative. Il était beau de la façon fiable des hommes qui ont toujours été beaux et ont incorporé ce fait dans la façon dont ils se déplacent dans le monde. Financièrement à l'aise grâce à sa propre carrière dans l'immobilier commercial, facile et charmant dans la conversation. Il l'avait poursuivie avec une constance qu'elle trouvait, à l'époque, romantique. Avec le recul, elle comprendrait que c'était autre chose. Mais à l'époque, cela semblait être un choix, et être choisi par quelqu'un comme David semblait être la confirmation de quelque chose qu'elle ne savait pas encore avoir besoin de confirmer. Ils s'étaient mariés 2 ans après leur rencontre. C'était un beau mariage, le genre où les photographies sont faciles parce que les sujets sont genuinement heureux. Helena était genuinement heureuse. Elle n'avait aucune raison de ne pas l'être. Marguerite était entrée dans la vie d'Helena comme la belle-mère que, si vous la décriviez à quelqu'un, semblerait presque trop belle pour être vraie. Chaleureuse, attentive, le genre de femme qui se souvient des choses. Le nom de la camarade de chambre d'Helena à l'université, la saveur exacte du gâteau d'anniversaire qu'Helena avait mentionné préféré, la façon dont Helena prenait son café. Elle a le don de vous faire sentir entourée d'attention, ce qui ressemble à de l'amour et l'est parfois, et parfois est tout autre chose. Et la différence entre les deux est très difficile à détecter de l'intérieur. Quand Helena découvrit qu'elle était enceinte, à 11 semaines, un mardi matin d'octobre, le test posé sur le bord de la baignoire, ses mains pas tout à fait stables, la première personne qu'elle appela, avant sa mère, avant sa meilleure amie, fut David. Et la réponse de David fut tout ce qu'elle aurait pu espérer. La joie dans sa voix était réelle, ou semblait réelle,
et elle s'y accrocha pendant très longtemps par la suite. Marguerite emménagea la semaine suivante. C'était présenté comme une aide, comme la chose naturelle, comme ce que font les familles. Elle cuisinerait, dit-elle. Elle s'occuperait d'une partie de la gestion du foyer pendant qu'Elena traversait les premières semaines de grossesse. Elle serait là. Et elle était là. Elle était constamment, chaleureusement, attentivement là. Le thé commença dans la 2e semaine. Il arrivait chaque matin avec une qualité de cérémonie que Marguerite accordait aux choses qu'elle considérait importantes. Une tasse particulière, toujours la même, blanche avec de petites fleurs bleues sur le bord. Remplie de quelque chose qui était sombre en couleur et portait un parfum qu'Elena trouvait difficile à décrire. Pas désagréable exactement, mais distinctif. Herbal, d'une façon qui était plus médicinale qu'agréable. Marguerite appelait ça une recette de famille, quelque chose transmis de génération en génération, quelque chose que chaque femme de sa famille avait bu pendant chaque grossesse. C'était pour le bébé, disait-elle. C'était pour la force. C'était la vieille façon de faire les choses, avant que les vitamines viennent en bouteille et que les médecins vous disent ce que tout devrait avoir comme goût. Elena le buvait. Bien sûr qu'elle le buvait. Elle était enceinte et légèrement anxieuse, et entourée de gens qui se présentaient comme attentionnés. Et le thé était offert avec une telle chaleur, génuinement maternelle, un tel amour cohérent, que le refuser aurait semblé être un petit rejet de tout cela. Elle le buvait, parce que c'est ce que font les gens quand ils sont en train de faire confiance à quelqu'un. Ils acceptent la tasse. La maladie commença dans la 3e semaine. Pas la maladie ordinaire du début de la grossesse, qu'Elena avait déjà vécue et pour laquelle elle avait déjà fait ses aménagements. Celle-ci était différente en qualité, plus grave, plus persistante, arrivant non pas dans les vagues prévisibles que la plupart des femmes enceintes naviguent, mais dans une détérioration régulière et épuisante qui la laissait fatiguée d'une façon que le sommeil ne résolvait pas. Son médecin l'attribuait à un premier trimestre difficile. Elena l'attribuait à un premier trimestre difficile. Il n'y avait rien, à ce stade, qui pointait ailleurs. Mais le corps sait des choses avant que l'esprit ne le fasse. Il tient sa propre comptabilité, effectue ses propres diagnostics, envoie des signaux que l'esprit conscient n'est pas toujours prêt à recevoir. Et le corps d'Elena envoyait des signaux depuis des semaines, de petites communications insistantes qu'elle interprétait à travers le cadre de la grossesse et ajustait en conséquence, alors qu'elle communiquait en réalité quelque chose d'entièrement différent. C'était un mardi matin de novembre. Elle était dans la cuisine, la tasse de thé devant elle, Marguerite se déplaçant efficacement dans l'espace derrière elle. David était au comptoir, vérifiant son téléphone. C'était un matin ordinaire à tous les égards visibles. Et puis Marguerite dit quelque chose à David. Elena ne capta pas les mots, seulement le ton. Et David leva les yeux de son téléphone, et quelque chose passa entre leurs visages. Elle n'avait pas de meilleur mot pour ça que froid. Pas le froid d'une relation difficile ou d'un foyer tendu, mais le froid de quelque chose de délibéré, de quelque chose de partagé, de quelque chose qui existait bien avant ce matin et existerait après. Ça dura moins de 2 secondes. Et puis Marguerite était à nouveau chaleureuse, et David était à nouveau chaleureux, et le matin était à nouveau ordinaire. Mais Elena avait vu. Elle ne réagit pas. C'est la partie de l'histoire que je trouve, avec le recul, la plus remarquable. Non pas ce qu'elle trouva, non pas ce qu'elle en fit, mais la qualité de sa réponse dans ce moment. Elle ne panique pas. Elle ne confronta pas. Elle regarda la tasse de thé devant elle, et elle regarda la fenêtre, et elle ne but pas le thé. Elle le versa, lentement et soigneusement, dans la thermos en acier assoxydable qu'elle gardait sur le comptoir pour ses déplacements matinaux. Elle fit cela en faisant un commentaire sur le besoin de se préparer, sur le fait d'être en retard sur le programme. Elle ferma la thermos. Elle sourit. Elle embrassa David sur la joue et dit à Marguerite que le thé sentait merveilleusement bien, comme toujours. Et elle monta à l'étage.
Elle ne savait pas, dans ce moment, ce qu'elle allait trouver. Elle savait seulement que quelque chose avait traversé cette cuisine comme un courant froid, et qu'elle était enceinte. Et que l'instinct qui opérait en elle n'était pas l'instinct d'une femme apeurée, mais l'instinct de quelque chose de plus ancien et de plus fondamental que la peur. L'instinct d'une mère qui protège ce qui est le sien. Elle porta la thermos dans un laboratoire médical indépendant le lendemain matin, disant à David qu'elle avait une consultation avec un client de décoration. Elle déposa l'échantillon et paya pour une analyse accélérée. Elle rentra à la maison. Elle fit le dîner. Elle s'assit à la table avec son mari et sa belle-mère, et elle était chaleureuse, et elle était présente, et elle ne trahit rien. Le laboratoire appela sur son téléphone portable un jeudi après-midi, pendant que David était au travail et Marguerite dans le jardin. Elle s'assit dans la voiture dans l'allée pour prendre l'appel, parce qu'elle comprit qu'elle ne devrait pas être à l'intérieur de la maison pour ce qu'elle était sur le point d'entendre. La femme du laboratoire était professionnelle et calme et très précise. L'échantillon contenait des concentrations identifiables de 2 substances. La première était la pennyroyal, un composé d'origine végétale avec une longue histoire documentée d'utilisation pour induire des fausses couches, toxique pour le fœtus en développement aux concentrations présentes. La deuxième était un composé associé à une toxicité hépatique et rénale cumulative chez les adultes, dont les effets ne seraient pas aigus, mais s'accumuleraient dans le temps, le calendrier dépendant de la dose et de la fréquence. Elena resta dans la voiture 45 minutes après la fin de l'appel. Elle ne pleura pas. Elle pleurerait plus tard, bien plus tard, quand l'architecture complète de tout cela aurait été assemblée et qu'elle serait quelque part en sécurité et seule, et se serait autorisée à ressentir le plein poids de ce qui lui avait été fait. Mais dans la voiture dans l'allée ce jeudi après-midi, ce qu'elle ressentit fut une sorte de clarté absolue qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La clarté spécifique et terrible de comprendre exactement ce qui vous arrive et exactement qui le fait. Elle entra. Marguerite faisait du thé. Elena la remercia et dit qu'elle allait s'allonger. Ce soir-là, après que David s'endormit, elle ouvrit son ordinateur portable. Elle connaissait son mot de passe depuis 3 ans. Elle l'avait configuré pour lui une fois quand il l'avait oublié, et il ne l'avait jamais changé, parce que les gens qui sont confiants dans leur tromperie ne font pas toujours attention à leur sécurité opérationnelle. Le dossier de courrier électronique n'était pas caché. Les messages remontaient à 14 mois. Le nom de la femme était Christine. Elle avait 31 ans et travaillait dans une société de gestion immobilière dans le même monde professionnel qu'occupait David. Et les messages entre eux étaient extensifs et détaillés et couvraient beaucoup de terrain. Les premiers messages étaient les communications ordinaires d'une liaison, la logistique du secret, le langage de l'infatuation, la tendresse spécifique que les personnes dans des relations illicites développent dans l'espace privé compressé qu'elles habitent. Mais les messages plus récents étaient différents. Ils étaient différents parce qu'ils ne parlaient pas d'amour ou de désir ou des complications d'une liaison en cours. Ils parlaient d'argent. Ils parlaient de la fiducie d'Elena, qui serait transférée le jour de son 35e anniversaire, à 4 mois de là. Il parlait du fait qu'un divorce contesté, initié avant cette date de transfert, serait compliqué et coûteux, et incertain dans son résultat. Il parlait du bébé, qui était décrit en termes qu'Elena resta longtemps dans l'obscurité à regarder, des termes qu'elle portera pour le reste de sa vie. Et il parlait de Marguerite, qui avait apparemment été l'architecte du thé, qui avait une connaissance de certaines préparations à base de plantes traditionnelles, qui avait introduit l'idée, qui avait été l'instrument pratique de ce qu'ils avaient collectivement décidé être le chemin le plus efficace vers le résultat qu'ils voulaient. Le résultat qu'ils voulaient était qu'Elena perde le bébé. Que la santé d'Elena se détériore assez lentement pour être attribuée à d'autres causes. Et que David soit le veuf endeuillé en possession d'une fiducie de 11 millions d'euros. Elena ferma l'ordinateur. Elle marcha vers la salle de bain. Elle fit couler l'eau et resta un moment à l'évier,
regardant le visage dans le miroir, et elle prit une décision sur qui ce visage allait être pour ce qui allait suivre. Elle ne confronta pas David. Elle ne confronta pas Marguerite. Elle n'appela personne cette nuit-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Elle continua à boire le thé, ou à sembler le faire, ce qui est une chose différente, parce que depuis le matin après l'appel téléphonique, elle le versait dans la thermos et s'en débarrassait dans une station-service à 3 kilomètres de la maison. Elle s'assit à la table et sourit, et fut l'Héléna que David et Marguerite attendaient qu'elle soit. Et derrière ce visage, elle construisait quelque chose d'entièrement différent. Elle appela une avocate un lundi matin depuis un café en ville. Pas les avocats successoraux de sa famille, qui connaissaient David et dont le premier instinct pourrait être de gérer la situation. Une avocate différente. Une femme qui avait passé 20 ans en droit de la famille avec une spécialisation dans la fraude financière au sein du mariage. Qui avait une réputation qui n'était pas chaleureuse, mais était très efficace. Et qui, quand Helena exposa ce qu'elle avait en une réunion de 2 heures, devint très immobile et très précise et dit « Nous devons agir soigneusement et complètement ». Elle embaucha une agence d'investigation privée la même semaine. Ils avaient de l'expérience avec exactement cette catégorie de situation et venaient avec des protocoles de documentation qu'Helena trouva rassurants dans leur rigueur. Les caméras cachées étaient petites et discrètes et prirent 3 jours à installer de façon qui nécessitait qu'Helena et Marguerite et David hors de la maison pendant des fenêtres de temps spécifiques, ce qu'elle accomplit en fabriquant des rendez-vous et des courses. Elle commença à planifier la fête. C'était présenté à David et Marguerite et à tout le monde dans leur monde social comme une révélation de sexe. Helena avait toujours voulu quelque chose de significatif pour ce moment, dit-elle. Quelque chose qui rassemblerait les gens qu'ils aimaient. David était favorable, comme David l'était toujours pour les gestes visibles de vie familiale, qui ne lui coûtaient rien et créaient l'impression publique d'un mariage heureux. Marguerite aida à dresser la liste des invités. Helena invita tout le monde, la famille élargie de David, ses collègues professionnels, les gens de leur cercle social qui avaient assisté à leur mariage et leur dîner, et les diverses représentations de leur vie commune au cours de 4 ans. Elle arrangea également une société de traiteurs pour s'occuper de la nourriture et du service. Elle avait certaines exigences spécifiques concernant le personnel. La fête était un samedi de décembre. La propriété ressemblait exactement à ce à quoi devrait ressembler une célébration réussie et joyeuse. Des fleurs, des lumières, un personnel de traiteurs en uniformes assortis, un bar installé près du jardin, des tables couvertes du jaune pâle d'une fête qui n'a pas encore révélé son secret. 112 invités arrivèrent dans l'espace d'1 heure. L'atmosphère était chaleureuse et festive, de la façon particulière des événements où tout le monde présent s'attend à ce que quelque chose de joyeux se produise. Helena se déplaça dans tout cela avec l'aisance de quelqu'un qui se prépare depuis des semaines à un moment spécifique et a fait la paix avec ce qu'il va demander. Elle salua les gens. Elle accepta les félicitations pour la grossesse. Elle se tint avec David dans l'espace d'accueil et sourit à ses collègues et à sa tante qui avaient voyagé depuis l'autre bout de la France et aux diverses personnes qui composaient la surface publique de leur vie. Et David était charmant et attentif, et tout ce qu'il était toujours en public. Et Marguerite était chaleureuse et fière en arrière-plan. Et c'était, pour quiconque regardait, un après-midi parfait. La table au centre du jardin portait le gâteau. Un beau gâteau, blanc avec des détails dorés, le genre qui apparaît dans les photographies que les gens prennent de ces événements et publient en ligne avec des légendes sur la joie et les nouveaux départs. Au-dessus du jardin, fixé au mur extérieur de la maison, était un grand écran qu'Helena avait arrangé, ostensiblement pour afficher un diaporama de photographies de famille avant la révélation de sexe. Helena prit le microphone juste après 16 heures. La foule se calma. David se déplaça pour se tenir à côté d'elle, la main dans son dos, l'image d'un mari soutenant lors d'une heureuse célébration familiale. Elle remercia tout le monde d'être venu. Elle dit que ce bébé avait déjà changé sa vie de façon qu'elle n'avait pas anticipée, et c'était vrai.
Elle dit que l'expérience de cette grossesse lui avait appris des choses sur elle-même et sur les personnes autour d'elle qu'elle porterait pour toujours, et c'était aussi vrai. Elle dit qu'elle avait préparé quelque chose à partager avant qu'il coupe le gâteau. Elle appuya sur le bouton de la télécommande dans sa main. L'écran s'alluma. La première chose qu'il affichait était le rapport du laboratoire. Le document complet, formaté clairement, avec les 2 composés identifiés et leur concentration notée. Un moment, la foule le lut, avec l'attention polie et confuse de personnes à qui on a montré quelque chose pour lequel elles n'ont pas encore de cadre. Puis, les images commencèrent. Ce n'était pas long. 8 minutes de vidéo de la cuisine de la maison, montrant Marguerite au comptoir lors de 3 matins séparés, ajoutant des substances au thé qui étaient préparées pour Elena, les ajoutant avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui l'avait fait de nombreuses fois auparavant, qui savait exactement combien et à quel moment du processus de préparation et comment s'assurer que la tasse serait prête au moment où Elena descendrait. La foule était très silencieuse. La dernière partie de l'écran montrait les messages. Pas tout. Il y en avait trop, et Elena avait sélectionné soigneusement, travaillant avec son avocate pour identifier ceux qui étaient les plus clairs dans leur intention et les plus non ambigus dans ce qu'ils établissaient. Ceux où le bébé était discuté, ceux où la fiducie était calculée, ceux où le rôle de Marguerite était reconnu et coordonné, ceux qui, pris ensemble, ne laissaient aucune place à l'interprétation que c'était autre chose que ce que c'était. David se tenait à côté d'elle quand tout commença. Elle le sentit se figer, l'immobilité particulière d'un homme dont le cerveau traite les options plus rapidement que son visage peut maintenir son expression. Marguerite était près du fond de la foule. Elena avait noté sa position plus tôt. La foule n'était plus silencieuse. C'était le son de gens qui absorbent quelque chose qui ne rentre pas dans leur catégorie. Le son d'une situation sociale qui se réorganise autour d'une réalité que personne parmi les présents n'était arrivé en s'y attendant. Certaines personnes s'éloignèrent de David et Marguerite dans la grammaire physique instinctive de la dissociation. Certaines personnes regardèrent Elena avec une expression qu'elle reconnut, depuis l'autre côté du jardin, comme quelque chose de proche de l'admiration. David tendit le bras vers Elena. Elle s'écarta sans le regarder. Marguerite commença à se déplacer vers l'entrée latérale du jardin, le mouvement de quelqu'un qui a identifié une sortie. Les policiers attendaient à l'avant de la propriété depuis 15h30. 2 officiers en civil qui avaient reçu, la semaine précédente, un dossier complet de preuves préparé par l'avocate d'Elena, en coordination avec l'agence d'investigation. Le rapport de laboratoire, les images vidéo, les communications, et un compte-rendu écrit détaillé du calendrier et de la méthodologie, tout organisé avec la précision de quelqu'un qui avait compris depuis le début que ce moment devait être non ambigu. Ils vinrent par la grille du jardin à 16h14. David et Marguerite furent arrêtés lors de la révélation de sexe d'Elena, devant 112 personnes, un samedi après-midi de décembre. Les charges comprenaient la complicité pour provoquer une fausse couche, l'empoisonnement et la complicité de fraude en lien avec la fiducie. Les preuves étaient rigoureuses. Leurs avocats passeraient les mois suivants à faire ce que font les avocats avec des preuves rigoureuses, cherchant les endroits où elles pourraient être moins solides et n'en trouvant que très peu. Le divorce fut finalisé 8 mois plus tard. L'avocate d'Elena avait déposé la demande de divorce le matin de la fête, les papiers signifiés dans le cadre d'une séquence coordonnée qui laissait David dans une position où les procédures légales et l'enquête criminelle étaient simultanées et se renforçaient mutuellement. Le règlement financier, étant donné la fraude documentée et la nature de la complicité, n'était pas une division négociée des actifs matrimoniaux. C'était un règlement de compte. Elena repartit avec ce qui était le sien. La totalité. Le bébé naquit au printemps suivant. En bonne santé, 2 semaines avant terme, né dans un hôpital où Elena avait tout l'étage pour elle seule, et chaque médecin qu'elle avait demandé, et sa mère à côté d'elle, et sa meilleure amie, et aucune des personnes qui avaient passé des mois à essayer d'empêcher ce moment nulle part à proximité. Elle donna à sa fille un nom qui signifie « protégée ». Je ne vous dirai pas le nom exact,
parce que certaines choses appartiennent aux personnes dans l'histoire et non aux personnes qui l'entendent. Je veux dire quelque chose avant de vous laisser avec cela. Il y a une version de l'histoire de la trahison qui se termine avec la personne trahie diminuée. Plus petite qu'elle n'était avant, plus apeurée, plus prudente, avec une cicatrice permanente à l'endroit où la confiance était. Cette version est réelle. Cette version arrive. Et il serait malhonnête de raconter l'autre version sans reconnaître que celle-ci existe. Mais il y a aussi une version où quelque chose d'autre se produit, où la trahison, au lieu de diminuer la personne qu'elle était censée détruire, fait quelque chose que les personnes qui l'ont planifié n'ont jamais calculé. Où la personne qui était censée être affaiblie par ce qui lui a été fait est plutôt clarifiée par cela. Où l'effort pour réduire quelqu'un à rien enlève plutôt tout ce qui n'était pas essentiel et laisse derrière quelque chose de très dur, de très clair et de très difficile à menacer. Elena ne devint pas plus dure après ce qui lui était arrivé. Elle devint plus précise, plus délibérée, plus consciente du poids spécifique de la confiance et de ce qu'elle coûte et de ce qu'elle vaut. Elle était une bonne personne avant la cuisine et le thé et le regard froid à travers la table. Elle resta une bonne personne après. Mais elle était un genre différent de bonne, le genre qui a été mis à l'épreuve et sait de quoi il est fait et n'a plus besoin de se demander. Les gens qui ont essayé de la défaire sont en prison. L'enfant qu'ils ont essayé d'empêcher d'exister est vivante. L'argent qu'ils ont essayé de prendre est intact. Et Elena élève sa fille dans une maison où le thé est fait par ses propres mains, dans une tasse qu'elle a choisie, à partir d'ingrédients qu'elle a sélectionnés elle-même. La vraie force n'est pas l'absence de vulnérabilité. Ce n'est pas le refus de faire confiance ou l'armure de ne jamais laisser personne s'approcher assez pour vous blesser. La vraie force est ce qui reste quand quelqu'un a fait son pire contre vous et que ce n'était pas suffisant. C'est le moment dans l'allée, quand vous êtes assis dans la voiture avec le téléphone dans la main et que vous décidez, dans une clarté absolue, ce qui se passe ensuite. C'est la capacité de sourire de l'autre côté d'une table du petit déjeuner aux personnes qui essaient de vous détruire et de verser le thé dans la thermos et de conduire jusqu'au laboratoire et de construire le dossier et d'attendre. Et quand le moment vient, le moment pour lequel vous vous êtes préparé pendant qu'il se félicitait encore d'être si intelligent, d'appuyer sur le bouton et laisser l'écran parler pour lui-même.